Je vais m'asseoir moi aussi si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Merci d'abord de m'inviter cet après-midi. C'est bien moi sur la photo, même je remercie de leur solidarité, ceux qui par anticipation et volonté de soutien se sont aussi laissés pousser le poil. J'en vois quelques-uns. Il ne s'agit pas pour moi d'une conversion récente, mais simplement, mon marchand de lames de rasoir n'est pas en prison non plus, mais disons que la paresse a aidé à cette évolution esthétique. Et par ailleurs, le suffrage de mon épouse aussi, donc pour l'instant, c'est comme ça. C'est terrible de devoir dire, cher Président, qu'il faut être courageux pour venir vous rendre visite. Parce que, bon, c'est pas la première fois qu'on se voit, hein, j'étais passé vous voir il y a 3 ans, je crois. Puis il y a quelques têtes que je connais et que j'ai repérées ici, dans cette assistance, en particulier un qui est un de mes équipiers que je connais bien. Et je vous remercie de consacrer votre samedi après-midi, qui est d'ailleurs un jour de match, comme vous le savez, puisque ce soir il y a un événement important. Je ne parle pas du Rassemblement national, je parle de France-Australie. Ça nécessitera notre soutien psychologique à notre équipe de Bleu. Merci de consacrer du temps à essayer de mieux cerner les raisons pour lesquelles tel ou tel d'entre vous s'engagerait en politique, ou en tout cas de discerner ce que l'action politique pourrait prendre comme part dans votre existence, que ce soit maintenant ou plus tard. Et alors j'étais un peu ennuyé, pour tout vous dire, parce que je ne savais pas très bien comment aborder ce sujet avec vous aujourd'hui. Malgré mon âge qui commence à être déjà assez avancé, même si j'ai pas beaucoup de cheveux blancs, ça commence à compter un peu pour le coup. J'ai de leçons à donner à personne. Aucun modèle de vie n'est réplicable d'une personne à l'autre. Ce que la sagesse populaire désigne en disant « chacun voit midi à sa porte », et c'est bien vrai, y compris pour les choses les plus importantes de l'existence. Et il n'y a pas 2 parcours identiques dans l'histoire de l'humanité. Alors je me suis dit que j'allais essayer de partager avec vous 2-3 convictions, 2-3 expériences pour espérer en tout cas nourrir votre propre réflexion et pourquoi pas l'enrichir. La première chose que je voudrais vous dire, c'est que ce qui a motivé mon engagement politique, c'est l'articulation entre la foi que j'ai reçue du bon Dieu et ma formation en philosophie. C'est que votre président sait bien de laquelle il s'agit. J'ai fait mes études de philosophie à l'IPC et à la Sorbonne. Alors l'IPC n'est pas un établissement complètement inconnu dans ces contrées. Je dois à mes maîtres d'avoir reçu une forme de volonté de se soumettre à la réalité telle qu'elle est, et non pas d'essayer de formater la réalité au marteau pour la rendre telle qu'on voudrait qu'elle soit. Il y a derrière la formation philosophique, qu'en tout cas, quand elle est correctement orientée, quand elle est nourrie des bonnes traditions, cette volonté de considérer que l'homme est un artisan ici-bas et pas davantage que ça, c'est déjà beaucoup, j'y reviendrai, qu'il n'est propriétaire de rien de ce qui lui est confié et qu'il y a des ordres auxquels il doit se soumettre. Pas simplement par souci de fausse modestie ou d'absence de volonté de puissance ou de faiblesse, mais simplement parce que d'abord c'est efficace, deuxièmement c'est sage, et puis on apprend petit à petit, assez vite d'ailleurs dans l'existence, qu'il y a une forme de résistance de la réalité à ce qu'on veut en faire, qui invite plutôt à s'en nourrir qu'à vouloir la changer de force, particulièrement quand on s'adresse à la liberté des êtres humains. Or, l'action politique a ceci de très riche et de très difficile que sa matière première, c'est la liberté des êtres humains, c'est-à-dire la sienne propre, mais également celle des autres. Je dois à la Providence d'avoir rencontré 3 personnes auprès de qui j'ai tout appris en matière politique. La première d'entre elles, c'est Christine Boutin, qui a été mon premier patron. J'étais son directeur de cabinet pendant 10 ans. Vous savez sans doute qui est Christine Boutin, je suppose que vous la connaissez, vous voyez à peu près qui c'est. Elle a été une des premières combattantes, une des rares combattantes sur les questions qui touchent à la défense de la vie et la dignité de la vie humaine, à son commencement et à sa fin depuis maintenant quasiment 40 ans. Et je me souviens que, devenu son directeur de cabinet en 1994, en plein milieu de la première lecture des lois de bioéthique à l'Assemblée nationale,
ils n'étaient pas nombreux à défendre ce qui est la seule ligne politique et philosophique possible, c'est-à-dire de défendre le fait que l'embryon est une personne humaine et qu'en dehors de ça, il n'est pas possible d'imaginer quelque législation que ce soit qui soit respectueuse de la dignité et qui permette de respecter tous les êtres humains. J'ai appris auprès de Christine Boutin 2 choses. La première, c'est qu'on ne perd jamais à défendre ses convictions, et la deuxième, c'est qu'il faut le faire inlassablement. Alors on est habitué au quoi qu'il en coûte en France aujourd'hui, mais ce n'est pas de celui-là que je parle. Le quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire le carnet de chèques à alimentation illimitée du chef de l'État, celui-là ne coûte rien en fait à celui qui le prononce, puisqu'évidemment ce n'est pas son argent. Quoi qu'il en coûte, ça veut dire, j'ai vécu auprès de Christine Boutin, j'ai essayé ensuite de le répliquer en ce qui me concernait, cette réalité que même si le fait de défendre des idées difficiles dans l'espace public, à temps et à contre-temps, comme dit saint Paul, alors ça ne veut pas dire à tort et à travers, comme disaient mes maîtres, mais à temps et à contre-temps, ça vous complique sans doute la vie, ça vaut, et j'en ai souffert comme Christine, et sans doute un certain nombre d'entre vous ici aussi, ça vous vaut des tombereaux d'injures, quelques obstacles supplémentaires, parfois de la violence verbale à recevoir, parfois un certain nombre d'empêchements, etc., et de déconvenus, peut-être. En attendant, d'abord ça forge le caractère, deuxièmement ça enracine la conviction, troisièmement ça permet de continuer de se regarder dans la glace avec une forme de tranquillité et de paix qui n'a pas de prix, et quatrièmement, même si ça ne se voit pas immédiatement, ça vous vaut à la fin du compte à la fois une forme de crédit et une forme d'estime de vos adversaires, y compris les plus virulents. Alors je parle de ceux qui réfléchissent, je ne parle pas des abrutis, parce que malheureusement, il y a aussi parmi nos adversaires de temps en temps des gens qui sont d'authentiques abrutis, on n'y peut rien, c'est comme ça. La proportion est statistiquement incompressible et personne n'y peut rien. J'ai appris auprès de Gérard Larcher, qui est président du Sénat aujourd'hui, dont j'ai été le premier adjoint à la ville de Rambouillet, et j'ai été aussi maire de Rambouillet, alors qu'il était lui mon premier adjoint. J'ai eu le président du Sénat comme premier adjoint, à avouer que mon histoire d'un homme, c'est quand même quelque chose de particulier. La manière dont on dirige une collectivité locale, avec une caractéristique, alors vous le connaissez très peu, parce que, en tout cas le peu que vous le connaissez, n'est pas nécessairement à son avantage, on va dire ça comme ça, parce que d'abord c'est une personnalité complexe, premièrement, et deuxièmement, il fait partie de ces gens qui sont facilement caricaturables. Disons il est facile à croquer, si j'ose dire, pour les dessinateurs et pour ceux qui ont un peu d'ironie mal lavée dans le crayon. Il a, cet homme, une attention spéciale à tous les types de difficultés humaines. Je l'ai vu, j'ai travaillé avec lui pendant 25 ans, j'ai été au conseil municipal de Rambouillet pendant 25 ans, et j'ai vu cet homme se rendre d'une proximité dont je connais peu d'équivalent à l'égard de tous les types de difficultés que pouvaient rencontrer des familles, des personnes, des entreprises, tous les types de difficultés. Je l'ai vu organiser des obsèques, organiser, je ne sais pas moi, des collectes de nourriture, de médicaments, des distributions d'eau potable, enfin, ce qu'un maire doit raisonnablement faire dans sa commune quand il est attentif. Enfin, Rambouillet, il y a quand même 27 000 habitants, c'est pas facile de faire attention à tout le monde, mais on apprend aux côtés de Gérard Larcher cette attitude qui consiste à dire que aucune fragilité, aucune faiblesse ne doit être oubliée par celui qui a des responsabilités politiques. Gérard Larcher est un chrétien, c'est un protestant, luthérien, donc nous nous sommes entendus aussi assez facilement sur ce point, même si vous le savez, je ne suis pas de confession protestante en ce qui me concerne, mais il y a quand même des points de convergence qu'il faut relever, et ça me donne cette conviction que, en tout cas dans la gestion des affaires locales, lorsque l'essentiel est en jeu, alors ceux qui partagent la même conception de l'homme dans les grandes lignes, j'entends, ne peinent pas à se retrouver. Et c'est, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, l'immense majorité de nos compatriotes. J'ai bien dit l'immense majorité de nos compatriotes. Il y a 550 000 élus en France aujourd'hui. Il y en a peut-être, je ne sais pas, moi, une centaine de mille qui ont une carte d'adhérent à un parti politique, sans doute pas beaucoup plus. Et si j'écarte cela, mais il y a aussi chez les adhérents des partis politiques des gens qui sont d'une très bonne volonté. Il y en a 450 000 qui sont davantage intéressés par le service de leurs prochains et de leurs concitoyens que par le fait de faire prospérer la boutique à laquelle ils adhèrent, même si c'est par ailleurs une tâche très noble de faire prospérer le parti auquel on a choisi d'adhérer. Mais cette masse de bonne volonté est quelque chose qui est extrêmement,
comment dit-on, extrêmement rassurant quand on exerce des responsabilités locales, et j'ai moi-même touché ça du doigt pendant mon quart de siècle de mandat de manière quotidienne. La troisième personne auprès de qui j'ai beaucoup appris, vous la connaissez sans doute pas, s'appelle Franck Borotra. Il a été ministre du gouvernement Chirac, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire du tennis, c'est le neveu d'un des quatre mousquetaires, vous savez, les premiers qui ont remporté la Coupe Davis dans les années 30, avec l'équipe de France. Il y a un vieil cas qui s'appelait Jean Borotra, donc Franck Borotra est un de ses neveux. Il a été président du Conseil général des Yvelines pendant une dizaine d'années, il était ministre, il a été député plusieurs fois, et j'ai appris à son contact ce que c'est que, à la fois l'animation, je l'ai vu faire pendant que j'étais directeur de cabinet de Christine, je l'ai vu piloter le Conseil général des Yvelines et appris à son contact comment on pense et comment on met en œuvre une politique de territoire, un projet de territoire à long terme, et comment on fait, comment on anime une assemblée, même où il y a des opposants, pour petit à petit la ramener à son idée, à son projet, et comment on fait adhérer à ce qu'on souhaite petit à petit, y compris des gens qui pourraient en être très éloignés. Donc j'ai eu la chance d'avoir ces trois faits se pencher sur mon berceau, puis j'avais démarré dans l'existence en étant plus jeune que beaucoup d'entre vous ici. Il se trouve que les circonstances ont voulu que je devienne président de la Maison des Jeunes et de la Culture de la ville de Villeneuve-la-Garenne, où j'habitais. Villeneuve-la-Garenne, c'est au nord par là-bas, c'est entre Saint-Ouen, Clichy, Épinay-sur-Seine et Gennevilliers. Je suis devenu président de l'association Maison des Jeunes et de la Culture à l'âge de 19 ans. Et j'étais le seul homme non de gauche au sein du conseil d'administration qui comptait 21 personnes. La moyenne d'âge était de 22 ans, donc c'était une maison des jeunes pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes. Et nous avons eu la possibilité, avec les moyens de l'époque, de monter un certain nombre d'opérations, d'assistance à ceux qu'on avait besoin. C'était encore l'époque où les maisons des jeunes et de la culture étaient dans l'esprit de Malraux, c'est-à-dire l'esprit de leur fondation. Essayer de faire en sorte que les loisirs et la culture soient accessibles au plus grand nombre, y compris ceux qui n'avaient pas beaucoup de moyens, ou plutôt ceux qui considéraient que, parce qu'ils n'avaient pas de moyens, rien ne leur était accessible. Donc il s'agissait d'aller chercher un peu tous ceux qui, spontanément, ne venaient pas pour participer à des activités culturelles, de loisirs, ou de soutien scolaire. On a monté des groupes de soutien scolaire, d'alphabétisation, de je ne sais pas quoi, enfin des tas de choses comme ça. Et j'ai fait l'expérience à cette époque-là que même quand on est d'univers et d'horizons ou d'origines politiques différents, très différents, on peut là encore se retrouver assez facilement sur des choses qui sont essentielles quand il s'agit de les mettre en œuvre. Je vous dis tout ça parce que je suis animé aujourd'hui par deux convictions. La première, c'est un constat, ça ne vous étonnera pas. La manière dont les chrétiens, et au-delà des chrétiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, les conservateurs, et même au-delà des conservateurs, ceux qui se retrouvent assez volontiers dans une forme on va dire, droite sociale. Je ne sais pas très bien ce que veulent dire ces deux termes, mais enfin, l'avantage c'est que tout le monde les comprend. Ceux-là sont dans une difficulté terrible parce que, nous sommes à la fois très minoritaires sur le plan de la doctrine, mais la doctrine que nous portons est, je crois, majoritaire en termes d'aspiration chez beaucoup de nos compatriotes. Nous avons donc deux problèmes. Le problème, c'est, je crois d'avoir raison, et deux, de ne pas réussir à nous faire entendre et à faire comprendre les raisons pour lesquelles nous avons raison. Pardon pour la répétition. C'est extrêmement frappant de voir que beaucoup de diagnostics que vous avez, vous, sans doute partagés, et probablement depuis des années, vous envoyez la vérification aujourd'hui. L'espèce de pantomime auquel nous avons assisté à l'Assemblée nationale cette semaine sur le point de savoir si il retourne est au singulier ou au pluriel. Personne n'a songé à mettre Afrique au pluriel non plus d'ailleurs, parce qu'il y a des Afriques maintenant pendant qu'on y est aussi, puisqu'il y a des Outre-mer, il y a des... tous, mais au pluriel, ça évite de réfléchir. Ce pantomime montre bien qu'en réalité, même sur des choses qui sont les plus évidentes, les plus manifestes, les plus enracinées dans le bon sens, ou même s'il peut y avoir un débat sur ces questions-là, après tout, on a le droit de prétendre que des personnes qui n'ont pas grand-chose à faire en France, à part devenir encore plus malheureux qu'ils ne l'étaient dans leur pays d'origine,
ça n'est pas un délit de considérer qu'il serait mieux pour elles, ces personnes, de rentrer dans leur pays d'origine, de retourner sur leur continent. Parce que si dire ça devient un délit, alors je ne sais pas ce qui n'en sera pas. Et je vous invite tout de suite à rayer de votre vocabulaire et de votre expression quotidienne toutes les phrases de cette nature qui pourraient un jour vous emmener au commissariat de police et vous allez voir qu'à part dire bonjour et merci, vous n'allez plus pouvoir dire grand-chose. Et pourtant, ce sont, à défaut d'évidence partagée, ou de choses qu'on peut... Il y a débat aussi là-dessus, je peux comprendre que des gens, par souci de, je ne sais pas, de bon cœur, d'ouverture, je ne sais pas, considèrent que par charité, on doit accueillir des gens qui sont très malheureux au simple motif qu'ils ont envie de venir en France. Je ne suis pas sûr que ce soit pour une bonne nouvelle, pour être clair, il n'y a qu'à faire quelques hectomètres et aller sous le métro à Barbès, ici, pas loin, pour voir qu'effectivement, ils ne sont pas tous dans un état très satisfaisant. En tout cas, ils vivent dans des conditions dans lesquelles j'espère que la Providence ne me demandera jamais de traverser. Donc nous sommes dans un contexte minoritaire, culturellement et psychologiquement et en termes de communication. Deuxièmement, je continue de penser que ce qui fait la fortune de nos adversaires, c'est notre désunion. Vous savez que ce sont des choses auxquelles j'essaye de travailler comme je peux, avec pas beaucoup de résultats, je vous le concède, à mon grand désespoir, mais un jour viendra où nous n'aurons plus d'autre choix que celui de réunir sur le même projet politique les personnes de bonne volonté. Et je considère que la première responsabilité qui est la nôtre, en plus de continuer à dire ce que nous devons dire, c'était mon point précédent, c'est de travailler sans cesse à ce que cette union, ce rassemblement des personnes de bonne volonté se produise. Certains appellent ça l'union des droites, je ne sais pas très bien ce que c'est que l'union des droites. S'il s'agit de l'union des partis politiques de droite, oubliez ça, ça ne se fera pas, jamais. Je prends les paris, je veux bien parier des bières avec tout le monde, ça en fera beaucoup à boire d'ailleurs, sans doute, mais ça ne se fera pas, ça ne peut pas se faire. C'est antinomique de la logique des partis politiques, c'est contraire à ce que veulent les personnes qui sont à leur tête, donc ça viendra par le bas, autrement dit, ça ne viendra pas des chefs de partis politiques, ça viendra de vous. Et si vous n'êtes pas, si nous ne sommes pas les premiers artisans de cette orientation-là, alors rien ne se fera. Troisièmement, je fais partie d'une génération dont les parents avaient une trentaine d'années au moment de 68, donc vos grands-parents, pour beaucoup d'entre vous. Moi j'avais 5 ans en 68, donc j'étais même pas sympathisant, je ne savais même pas ce que c'était. Enfin, on était dans le sud de la France, loin de tout, hein, j'ai aucun souvenir. Mais la génération de mes parents, évidemment, a été percutée de plein fouet par ce genre d'événement. Quelques années plus tard, vos grands-parents, la génération de mes parents, s'est bagarré contre toutes ces évolutions de la société dont nous souffrons encore aujourd'hui. Ils ont créé, on parlait de l'IPC tout à l'heure, un certain nombre d'établissements d'enseignement supérieur libre pour que les facultés libres puissent vivre et ne pas faire subir aux enfants la déréliction de l'université publique dont nous voyons les fruits aujourd'hui, ce qui est une catastrophe sans nom. Ils sont battus pour la défense de la vie après les lois sur la contraception, l'avortement et tout ce qui s'en est suivi depuis les années 67. Jusqu'à maintenant, cette génération-là gardait les collines. La nôtre a essayé de continuer ça comme elle a pu. On a inventé d'autres dispositifs maintenant, d'autres systèmes. Nous avons pu aussi profiter du peu de liberté qui nous reste. Je crois que les combats essentiels d'aujourd'hui, ceux qui nous attendent, c'est la résistance à la tyrannie qui vient. Je veux dire par là que, à mon avis, les combats prioritaires d'aujourd'hui sont ceux qui touchent à la défense des libertés. Car le reste, finalement, ne sont que, je mets des guillemets, ceux qui restent, ceux qui suivent, ne sont que des conséquences. Je vais prendre un exemple très simple pour me faire comprendre. À quoi servirait-il d'avoir réglé la question de la prospérité en France et supprimer la question du chômage si c'est pour devenir esclave? À quoi servirait-il d'avoir réglé la question des migrations si c'est pour avoir le droit simplement de se taire et de faire ce que notre téléphone portable nous autorisera à faire? À quoi sert-il de régler les problèmes socio-économiques si sur le plan politique, nous n'avons pas préservé l'espace qui nous permettra de continuer à vivre
comme nous le voulons. Et que serez-vous capable de transmettre à la génération qui suit, c'est-à-dire vos enfants, si jamais vous n'avez aucune liberté pour le faire? Regardez ce qui est en train de se passer, peut-être vous avez suivi ce débat, sur la question de l'enseignement à domicile, de l'enseignement en famille. Je ne sais pas si vous êtes familier de cette question. On dit qu'entre 3/4 et 4/5 des autorisations demandées par les familles sont refusées aujourd'hui par les inspections d'académie. 4 sur 5. J'ai participé à un colloque il n'y a pas très longtemps sur ce point, organisé par une association européenne. Un Américain était là, le représentant de l'association américaine. Aux États-Unis, l'enseignement à domicile représente 10% des enfants en âge d'être scolarisés. Je ne sais pas si ça vous parle. En France, c'est un peu moins de 2%. Peut-être plutôt 1 que 2, parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, ils sont en train de réduire ce nombre. Donc petit à petit, quel que soit l'endroit vers lequel vous tournez votre regard, à un endroit ou à un autre, nos libertés sont en train d'être rabotées, réduites. Je ne parle même pas de la crise sanitaire. Ça a commencé avant la crise sanitaire. La loi par laquelle on a voulu interdire l'expression de la haine sur les réseaux sociaux a supposé qu'on sache ce que c'est. Et je ne savais pas qu'il était interdit de haïr. Je dis pas que c'est bien. Je dis, je ne sais pas comment on fait pour interdire à quelqu'un de stationner à un endroit, on peut le faire. Interdire de haïr, je ne sais pas comment on fait. Et je ne sais pas non plus comment on contrôle tout ça, mais cette espèce d'obsession du contrôle gagne tous les pans de la société. Et c'est ça qui vous mettra en danger. Et vous le serez sans doute davantage que je ne le suis moi aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai une trentaine d'années de plus que vous. Alors ça ne veut pas dire que je m'en désintéresse, puisque encore il y a quelques jours, j'ai déposé dans le Conseil d'État un référé pour faire supprimer le décret par lequel le gouvernement oblige maintenant tous les opérateurs téléphoniques à conserver pendant un an, tous les échanges, toutes les données, tous les contenus, tous les éléments de géolocalisation qui sont contenus dans vos téléphones portables. Que vous soyez fiché S ou pas fiché S, terroriste ou pas, de bonne volonté ou pas, un mauvais garçon ou une mauvaise fille ou non, c'est pas le sujet, c'est conservé. Alors on explique qu'il n'y a rien à craindre puisque personne n'en fait rien, tu parles. Il n'y a évidemment rien à craindre puisque si vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, ben, il ne vous arrivera rien. J'en doute. Bref, vous voyez, où que vous vous tourniez, c'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Donc si je me permets d'attirer votre attention, alors tout est important, hein. Tout est à refaire dans notre magnifique pays. L'école, la culture, l'entreprise, le syndicalisme, le monde associatif, le droit fiscal, la géopolitique, la diplomatie, tout. Je suis d'accord. Ça c'est vrai. Mais d'abord, vous ne pourrez pas tout faire, premièrement. Deuxièmement, il est raisonnable de se concentrer sur les choses qu'on peut faire le mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire le mieux quand on n'a pas de moyens et pas beaucoup de temps? Réponse, parler, s'engager et dire « je ne veux pas être l'esclave de personne ». Ça, c'est pas compliqué à prononcer comme phrase, parce que ce qui nous attend dans les temps qui viennent, c'est de réveiller nos contemporains. Pour tout vous dire, c'est ça que je vais conclure par là, parce que s'il y a des questions qui circulent, il me reste que quelques minutes pour y répondre ensuite. Pour tout vous dire, je suis spirituellement esquinté. Ce monde me fait du mal. Je n'aime pas le mensonge. Je n'aime pas la manipulation. Je n'aime pas la violence qui s'installe partout. Je n'aime pas le mépris. Je n'aime pas tout ça. Oh, c'est pas que je sois à mon tour incapable de mentir ou de... Non, ça arrive à tout le monde, c'est la condition humaine. Mais avec un tel degré de systématisation, de densité, de fréquence, ça finit par esquinter. Pendant la campagne présidentielle, que j'ai faite, comme vous le savez, aux côtés d'Éric Zemmour, je disais dans les dernières réunions publiques, le principal reproche que j'ai à faire à Emmanuel Macron, c'est d'avoir rendu des gens, qui étaient des gens pacifiques et doux, de les avoir rendus enragés et en colère. C'est-à-dire d'avoir fait naître des bouffées de rage dans des esprits ou dans des cœurs qui en étaient jusque-là complètement exempts. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en vienne là? Est-ce que ce n'est pas ça le meilleur signe du fait que cet homme est le diviseur par excellence, le violent par excellence? Alors ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, et un certain nombre d'entre vous reconnaîtront le diviseur avec un grand D des choses qu'ont dit d'autres types de personnes. Ce n'est pas mon propos. Je dis simplement qu'il y a quelque chose de profondément anti-politique, au sens fort,
du terme dans l'action du chef de l'État, et c'est ça qu'il nous faut réparer. C'est ça à quoi votre génération est appelée, et ce sera, je pense, principalement votre mission. Alors la tâche est immense, ça c'est vrai. Vous avez derrière vous quelques vieux comme moi qui sont prêts à vous aider et à faire ce qu'il faut pour, tant qu'on pourra. Vous avez derrière vous toute la tradition intellectuelle, tous ceux qui sont fidèles au réalisme philosophique et toute la tradition chrétienne qui soutient ce type d'action. Donc je ne peux vous dire deux choses. D'abord merci, d'y penser. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a 550 000 mandats à exercer en France. Il y a 70 millions de Français, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Personne n'est obligé de s'engager en politique pour exercer des mandats. Tout le monde n'y parviendra pas, mais la responsabilité que nous avons tous, c'est de prendre les moyens efficaces, proportionnés, de discernement pour savoir quelle place ça doit occuper dans sa propre existence. En réfléchissant à ce que j'allais vous dire cet après-midi, je me suis replongé dans quelques textes de la tradition chrétienne pour essayer de mettre un peu d'ordre dans ma pensée, et je suis frappé de voir qu'il y a une constance incroyable dans ce que dit la tradition chrétienne à propos de l'engagement dans la cité. Ça n'est pas une option. Ça n'est pas une option. Donc la question n'est pas de savoir comment, si oui ou non vous allez devoir vous engager dans la cité, vous allez devoir. La question qui vous est posée, c'est donc comment, sous quelle forme, et pour faire quoi. Et comme vous êtes là cet après-midi, vous avez déjà répondu oui, donc bravo. Donc à nouveau, la première chose que j'avais à vous dire, c'est merci d'avoir considéré avec l'importance qu'il convenait cette question. Et deuxièmement, je vous souhaite tout le courage du monde parce qu'il en faudra. Et je pense que nous nous apprêtons à traverser ensemble des épreuves qui sont compliquées, mais paraît-il que c'est la condition humaine. Donc soyons non pas dépités de toutes les tribulations que nous allons croiser, mais au contraire, réjouissons-nous qu'elles arrivent. Ce sera pour le meilleur de chacun d'entre nous et de la société. Merci de votre attention. Je suis à votre disposition.